je me suis réveillée à l'hôpital après un accident de voiture. Mon mari pleurait. Le bébé, nous n'avons pas pu la sauver. Mais tu es en sécurité. Après qu'il a quitté la pièce, je n'arrivais pas à accepter la mort de mon bébé. Puis un officier de police s'est approché de moi et m'a dit d'une voix basse, « Madame, je dois vous dire la vérité. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Allongé sur mon lit d'hôpital, les paroles de l'officier de police tournaient en boucle dans mon esprit. La conduite de frein avait été sectionnée et les empreintes de Patricia avaient été retrouvées. Pourquoi ? Pourquoi Patricia aurait-elle fait ça ? Je me souviens de ces jours heureux, il y a 3 mois. Le poids et la chaleur que j'ai ressentis en tenant pour la première fois Emma, âgée d'1 mois, dans mes bras. L'émotion que j'ai éprouvée lorsque ces minuscules doigts se sont agrippés aux miens. Même si, en tant qu'infirmière en pédiatrie, je voyais d'innombrables bébés chaque jour, ma propre fille était unique. Mon mari, Ryan, était doux, et dès qu'il rentrait du travail, il s'empressait de prendre Emma dans ses bras. Peu importe à quel point il semblait fatigué, il souriait en voyant le visage de notre fille. Je pensais que nous étions la famille parfaite. Mais en y repensant, les ombres planaient déjà. Patricia, ma belle-mère, venait nous voir 3 fois par semaine. Elle se présentait toujours à la porte avec un sourire, apportant de la soupe maison ou des articles pour bébé. « Je vais m'occuper d'Emma. Tu dois être fatiguée après le travail, disait-elle d'une voix douce. J'étais reconnaissante. Vraiment. Mais en même temps, je me sentais oppressée. Une nuit, à 2 heures du matin, Emma s'est mise à pleurer. J'ai traîné mon corps épuisé hors du lit et j'ai soulevé ma fille. La tenant contre ma poitrine, je lui ai chanté une berceuse. Chut, petit bébé, ne dis pas un mot. Les pleurs d'Emma se sont progressivement calmés. Et puis, pour la toute première fois, elle m'a offert un minuscule sourire. Des larmes ont coulé de mes yeux. Je ferais n'importe quoi pour cet enfant, pensais-je du plus profond de mon cœur. Ryan a passé ses bras autour de moi par derrière et a murmuré « Tu es la meilleure des mères ». Mais quand Patricia tenait le bébé, son visage était rigide. Elle disait « Elle est adorable », mais ses yeux ne souriaient pas. Quand Emma commençait à pleurer, elle me la rendait immédiatement. « Il vaut mieux que tu la prennes », disait-elle, comme si toucher notre fille était une obligation. Le choix des mots de Patricia était également étrange. Elle insistait toujours sur « mon fils ». Pas « notre famille », mais « la famille de Ryan ». Quand elle disait « tu n'es pas encore habitué à la famille ». Elle ne m'appelait jamais par mon nom. Toujours juste « tu ». Comme si je ne faisais pas du tout partie de la famille. Et puis il y avait le comportement de Ryan. Il était clairement tendu devant sa mère. Quand Patricia venait nous voir, il devenait soudainement silencieux. Un jour, alors que j'exprimais mon opinion un peu fort à Patricia, Ryan m'a murmuré à voix basse « Ne mets pas maman en colère ». Quand j'ai demandé pourquoi, il a détourné le regard. « Maman est effrayante quand elle est en colère », fut tout ce qu'il dit. J'ai aussi appris que l'entreprise de Ryan connaissait des difficultés financières. Il a dit qu'un investissement de 300 000 $ avait disparu, mais il n'a pas voulu en dire plus. Même lorsque des avis de recouvrement de la banque sont arrivés, il n'a offert aucune explication. Il y a 2 semaines, je suis tombé dans les escaliers. Un gros bleu s'est formé sur mon bras gauche. Ma meilleure amie et collègue, Amanda, m'a posé des questions avec inquiétude. J'ai répondu que j'étais simplement tombé, mais je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. La vérité, c'est que Patricia m'avait poussé. Alors que je parlais avec elle en haut des escaliers, elle m'a soudainement regardé avec des yeux froids et m'a poussé des 2 mains. Tandis que je dévalais plusieurs marches, Patricia me regardait d'en haut, sans expression. « Tu es tombé dans les escaliers. C'est ce que tu diras » m'a-t-elle ordonné. Quand Ryan s'est précipité, Patricia a dit d'une voix douce « Nicole est tombée. » La pauvre. J'étais trop effrayé pour dire quoi que ce soit. La veille de l'accident, l'héritage de mon père, 2 800 000 $, a été officiellement viré sur mon compte. Patricia le savait. Ce soir-là, elle est venue nous rendre visite. Faisons une promenade en voiture en famille demain, a-t-elle suggéré. Quand j'ai dit que je travaillais, elle a répondu « Prends un jour de congé. Le temps en famille est important. » À ce moment-là, j'ai vu ses yeux briller froidement un instant. Et puis, ce funeste dimanche matin est arrivé. Nous sommes partis tous les 3 en voiture. Ryan conduisait. J'étais assise sur le siège passager et Emma était dans son siège auto à l'arrière. Alors que nous roulions sur la route de montagne, Ryan a crié « Les freins ne fonctionnent plus. »
Un virage serré se profilait devant nous et la voiture s'est écrasée contre la glissière de sécurité. Juste avant de perdre connaissance, j'ai entendu les pleurs d'Emma. Emma, mon bébé. Et maintenant, je suis sur un lit d'hôpital. Tout se met en place. Les yeux froids de ma belle-mère, la raison pour laquelle elle ne voulait pas tenir le bébé, son obsession pour mon fils, la violence dans les escaliers, la peur de mon mari, tout. Les paroles de l'officier de police me reviennent. La conduite de frein a été délibérément sectionnée et les empreintes digitales de Patricia Chen ont été retrouvées. Je comprends, tremblante. Le coupable n'était pas mon mari. C'était ma belle-mère. Depuis le tout début. 3 jours plus tard, j'ai repris connaissance. Les néons blancs du plafond étaient éblouissants. J'avais mal partout. Mon bras gauche était cassé et des bandages entouraient ma tête. Mais avant la douleur, une seule pensée dominait mon esprit. Emma, où est-elle? Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et s'est précipitée. J'ai forcé ma voix à sortir. Où est Emma? L'infirmière a détourné le regard. Je vais appeler votre mari, fut tout ce qu'elle dit avant de quitter la pièce. Cette réponse m'a tout dit. Non, je ne voulais pas savoir. Quelques minutes plus tard, Ryan est entré. Son visage portait des égratignures et son bras était bandé, mais il semblait avoir des blessures bien plus légères que moi. Il pleurait, mais quelque chose clochait. Sa façon de pleurer semblait peu naturelle. Nicole, a-t-il appelé? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai demandé, où est Emma? Ryan a détourné le regard. Le bébé n'a pas pu être sauvé, a-t-il dit. Mais toi, tu t'en es sorti, a-t-il continué. Cette façon de le dire me parut étrangement froide. Ou était-ce simplement mon imagination? J'ai hurlé. Tu mens. Emma. Le médecin est entré en courant et m'a administré un sédatif. Alors que ma conscience s'estompait, je me suis effondré en larmes. Mais au fond de mon cœur, un léger sentiment de malaise a pris racine. Le comportement de mon mari était étrange. Il cachait quelque chose. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, dans un état de demi-sommeil. J'entendais des voix dans le couloir. La voix de Ryan. Il semblait être au téléphone. J'ai écouté à travers la porte. Oui, c'est fini, a-t-il dit. Non, elle ne sait rien, a-t-il continué. Mon cœur s'est glacé. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Elle ne sait rien. Moi. À qui Ryan parle-t-il? Que cache-t-il? Le lendemain, une jeune femme est venue me rendre visite dans ma chambre d'hôpital. Elle parlait intimement avec Ryan. La distance entre eux était faible. Une maîtresse. J'ai demandé d'une voix faible, qui est cette personne? Ryan s'est retourné et a répondu, c'est ma sœur Lisa, elle est venue parce qu'elle s'inquiétait. Présenté comme ça, c'était peut-être vrai. Mais il y avait quelque chose de différent chez eux, de trop intime. Quand Lisa est partie, elle m'a regardé avec une expression qui semblait vouloir dire quelque chose. Mais finalement, elle est partie sans un mot. L'après-midi, un employé de l'hôpital est venu. L'assurance vie de votre enfant, 500 000 $. Le bénéficiaire est votre mari, c'est bien ça? A-t-il confirmé? J'ai été surprise. Je n'étais pas au courant d'une telle assurance. Quand l'avez-vous souscrite? Ai-je demandé. L'employé a vérifié les documents et a répondu, il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Juste après la naissance d'Emma. Pourquoi Ryan a-t-il souscrit une assurance sans rien me dire? 500 000 $, une somme si importante. Ma meilleure amie Amanda est venue me voir. En me tenant la main, elle a dit avec inquiétude, Ryan a des problèmes d'argent ces derniers temps, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que son entreprise est au bord de la faillite. J'ai hoché la tête en silence. Mais il ne m'a rien dit, ai-je répondu. Amanda a hésité un peu avant de continuer. L'héritage de ton père, 2 800 000 $, n'est-ce pas? J'ai tremblé. L'héritage. La police d'assurance de 500 000 $. Une entreprise au bord de la faillite. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Pas possible. Ryan n'aurait jamais fait ça. Notre fille, pour de l'argent. Non, c'était impossible. C'était un mari aimant. Il adorait Emma. Mais le doute ne voulait pas disparaître. La conversation téléphonique. Oui, c'est fini. Elle ne sait rien. Cette nuit-là, j'ai fixé le bleu sur mon bras. L'incident dans les escaliers, 2 semaines plus tôt, m'est revenu à l'esprit. Non, ce n'était pas un accident. Patricia m'avait poussé. Je parlais avec elle en haut de l'escalier. Tu n'es pas une bonne mère, avait-elle dit. Au moment où j'ai essayé de répondre, de quoi parlez-vous?
Patricia m'a soudainement poussé. J'ai dévalé plusieurs marches. Alors que je gémissais de douleur, Patricia m'a regardé d'en haut avec des yeux froids. Tu es tombé dans les escaliers. C'est ce que tu diras, m'a-t-elle ordonné. Quand Ryan s'est précipité, l'expression de Patricia a complètement changé. Elle a dit d'une voix douce, Nicole est tombée. La pauvre. J'étais trop effrayé pour dire quoi que ce soit. Si j'avais dit la vérité à Ryan, m'aurait-il cru? Ou aurait-il pris le parti de sa mère? Mais en y réfléchissant maintenant, c'était peut-être un avertissement. Patricia essayait de m'éliminer. Elle avait peut-être l'intention de me tuer en me poussant dans les escaliers, mais cette fois-là, elle a échoué, alors elle a élaboré un nouveau plan pour couper les freins. Non, attends. À quoi suis-je en train de penser? Je soupçonnais Ryan d'être le coupable. Mais Patricia est aussi suspecte. Elle me détestait. C'était certain. Elle ne m'appelait jamais par mon nom. Toujours comme si je n'étais pas de la famille. Mais couper des freins. Ma belle-mère aurait-elle ce genre de compétences techniques? Non. Ryan était plus probable. Il travaille dans une entreprise informatique, mais il s'y connaît aussi en voiture. Il réparait lui-même des voitures avant. Ma tête était confuse. Était-ce mon mari ou ma belle-mère? Ou avaient-ils comploté ensemble? Mais une chose était certaine. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a délibérément coupé les freins et ma fille a été assassinée. Peut-être que Ryan ne savait rien. La conversation téléphonique, oui, c'est fini, pouvait signifier autre chose. Peut-être qu'il était simplement manipulé par sa mère. Ce comportement effrayé, les mots, ne met pas maman en colère. Peut-être qu'il était aussi une victime. Mais il n'y avait aucune preuve. Que pouvais-je dire à la police? Que je pense que mon mari ou ma belle-mère a tué ma fille, sans aucun fondement. Ils penseraient simplement que je délirais à cause d'une dépression postpartum. Cette nuit-là, j'ai continué à réfléchir, seul. Je ne pouvais pas accepter la mort de ma fille. Je ne devais pas l'accepter. Emma n'est pas morte dans un accident. Elle a été assassinée. Et le coupable est juste à côté de moi. J'ai regardé par la fenêtre. Je pouvais voir la lune. La berceuse que je chantais à Emma résonnait dans ma tête. Chut, petit bébé, ne dis pas un mot. J'ai fait un vœu dans mon cœur. Je découvrirai la vérité pour Emma. Qui que soit le coupable, je le trouverai. Même si c'est mon mari bien-aimé, même si c'est ma belle-mère, justice sera rendue. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore. La vérité serait bien plus cruelle et choquante que je ne pouvais l'imaginer. Quand l'identité du véritable coupable serait révélée, mon monde s'effondrerait complètement. Le lendemain matin, une policière nommée inspectrice Sarah Martinez est venue dans ma chambre d'hôpital. Elle m'a regardé avec une expression sérieuse et a dit « Madame, je dois vous parler. Nous avons les résultats de l'enquête sur l'accident. » Je me suis préparé au pire. L'inspectrice Sarah Martinez s'est assise sur une chaise et m'a regardé droit dans les yeux. « Nous avons examiné la conduite de frein de la voiture, » a-t-elle dit. J'ai retenu mon souffle. « Ce n'était pas un accident », a-t-elle continué. La conduite de frein a été délibérément sectionnée. Mon pressentiment était correct. Quelqu'un avait intentionnellement coupé les freins. Quelqu'un avait essayé de nous tuer. Quelqu'un avait tué ma fille. J'ai hurlé intérieurement. Je le savais. Ce n'était pas un accident. Mais en même temps, la peur m'a frappé. Le coupable était-il mon mari? L'homme que je croyais m'aimer avait-il tué notre fille pour de l'argent? J'ai demandé d'une voix tremblante. Mon mari, c'était lui? Il avait des problèmes financiers. Il voulait mon héritage. L'inspectrice Martinez a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. J'étais confuse. Pas mon mari. Alors qui? Serait-ce un étranger au hasard? Non. Couper des freins est un crime prémédité. Quelqu'un qui nous connaissait. L'inspectrice Martinez a pris une profonde inspiration. Nous avons examiné les empreintes digitales, a-t-elle dit. Celle de votre belle-mère, Patricia Chen. Le temps s'est arrêté. Je ne comprenais pas ces mots. Patricia, pas mon mari. Ma belle-mère. Ma belle-mère a coupé les freins. Ma belle-mère a essayé de nous tuer. Ma belle-mère a tué ma fille. Non, attends. Cela n'a aucun sens. Patricia me détestait certainement. Mais son propre petit-enfant, son propre fils, essayait de les tuer? L'inspectrice Martinez a continué. Oui, les empreintes digitales de Patricia Chen ont été trouvées sur la conduite de frein, le capot de la voiture et des outils. De plus, il y a des images de caméras de sécurité.
Elle a sorti une grande tablette et me l'a montrée. L'écran affichait une séquence sombre. Le garage de notre maison. La date était celle de la veille de l'accident. 23 heures. Dans la vidéo, quelqu'un ouvrait le capot de la voiture. Quand j'ai vu le visage de cette personne capturé par la caméra, mon souffle s'est coupé. Patricia. C'était ma belle-mère. Elle a pris un outil et a commencé à couper la conduite de frein avec des gestes assurés. La vidéo n'avait pas de son, mais ses mouvements étaient calmes et précis, comme si elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Et quand le travail a été terminé, Patricia s'est relevée. Elle a refermé le capot et rangé les outils. Et enfin, elle a souri. En voyant ce sourire, j'ai eu la nausée. Elle souriait. En coupant les freins qui allaient tuer son propre petit enfant, elle souriait. Un son sans voix s'est échappé de ma gorge. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Son petit enfant. Son propre petit enfant. L'inspectrice Martinez a dit doucement, nous enquêtons là-dessus, mais nous avons parlé à votre belle-sœur, Lisa. Elle a aussi perdu un bébé dans un accident similaire il y a 10 ans. Tout le sang dans mes veines s'est glacé. Lisa, il y a 10 ans, a perdu un bébé. Un accident similaire. Non, pas un accident. Patricia les a tués. Le bébé de Lisa aussi. Et Emma aussi. Tout se connectait. Les yeux froids de ma belle-mère. Son expression rigide en tenant le bébé. La façon dont elle me rendait immédiatement Emma quand elle pleurait. Elle n'aimait pas ses petits-enfants depuis le début. Les mots « mon fils ». Son obsession anormale pour son fils. Les mots froids « tu n'es pas encore habitué à la famille ». Son visage sans expression quand elle m'a poussé dans les escaliers. Tout était l'œuvre de Patricia. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. Pourquoi avait-elle besoin de tuer son propre petit enfant? Pourquoi a-t-elle essayé de me tuer? J'ai demandé d'une voix tremblante, est-ce que mon mari? Est-ce que Ryan savait? L'inspectrice Martinez a répondu, nous enquêtons là-dessus aussi. Mais en regardant les relevés de son téléphone juste après l'accident, il a appelé sa mère. Pourquoi as-tu fait ça? Lui a-t-il dit. Cet appel téléphonique. L'appel que j'avais entendu dans le couloir de l'hôpital. Oui, c'est fini. Elle ne sait rien. C'était une conversation avec sa mère. Ryan savait. Il savait quelque chose, mais il n'a pas pu l'arrêter. J'ai été frappé par des émotions complexes. Mon mari n'était pas le coupable, mais il connaissait le secret de sa mère, et il n'a rien fait. Il n'a pas pu protéger notre fille. Il n'a pas pu me protéger. L'inspectrice Martinez a pris ma main. Madame, nous avons besoin de votre coopération pour arrêter Patricia. Nous rassemblons des preuves, mais nous avons besoin de votre témoignage. J'ai essuyé mes larmes. Je ferai n'importe quoi, ai-je répondu. Pour ma fille, pour Emma, et pour que personne d'autre ne perde la vie aux mains de Patricia. L'inspectrice Martinez a hoché la tête. Merci. Il y a une autre chose que je dois vous dire. Nous avons examiné les archives. Il y a 30 ans, le mari de Patricia, le père de Ryan, est mort dans un accident de voiture. J'ai eu le souffle coupé. Il y a 30 ans, le père de Ryan. L'inspectrice Martinez a continué. À l'époque, cela a été traité comme un accident dû à une défaillance des freins, mais la méthode est étonnamment similaire à cette affaire. Nous l'avons maintenant rouverte en tant qu'affaire non résolue et avons commencé une nouvelle enquête. Patricia avait aussi tué son mari. Il y a 30 ans, et il y a 10 ans, elle avait tué le bébé de sa belle-fille, et maintenant elle avait tué ma fille. Combien de personnes avait-elle tué? Combien de vies avait-elle prises? Et tout ça pour son obsession anormale pour son fils, pour que son fils n'appartienne qu'à elle. J'ai demandé, est-elle aussi liée à la disparition des fonds de l'entreprise de Ryan? L'inspectrice Martinez a sorti des documents. Oui, 300 000 $ ont été transférés sur le compte de Patricia. Elle a dit qu'elle investirait pour son fils et a pris cet argent. Mais Ryan n'a pas pu se résoudre à soupçonner sa mère. C'était tout le plan de Patricia. Voler l'argent de son fils, tuer la femme de son fils, tuer la fille de son fils. Et elle avait l'intention de mettre la main sur mon héritage, 2 800 000 $ aussi. Si je mourais, Ryan hériterait. Et en gardant Ryan sous son contrôle, elle prévoyait de voler cet argent. L'inspectrice Martinez a finalement dit, lors de la perquisition, nous avons trouvé le journal intime de Patricia. Le contenu est extrêmement choquant. Madame, êtes-vous prête? J'ai hoché la tête. Rien de ce que j'entendrais ne me surprendrait plus. Non, ça me surprendrait, mais je devais tout savoir. L'inspectrice Martinez a ouvert une copie du journal et a commencé à lire.
15 août 2023. Le père de Nicole est mort. 2 800 000 $. La femme de mon fils devient riche. Impardonnable. 3 septembre 2023. Le bébé est né. Emma. Mon fils fait passer le bébé avant moi. Impardonnable. 20 novembre 2023. L'héritage de Nicole a été déposé. Il est temps d'exécuter le plan. 21 novembre 2023. Ce soir, je couperai les freins. Demain, je les inviterai pour une promenade. Quand Nicole et le bébé mourront, tout sera à moi. Mon fils n'aimera plus que moi. 22 novembre 2023. C'était parfait. Les freins sont complètement sectionnés. Demain, ils mourront. Mon fils sera en deuil, mais il oubliera vite. Et il n'aimera plus que moi. Quand l'inspectrice Martinez a fini de lire, je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais que trembler. Elle avait tout planifié, l'avait écrit dans son journal, comme une liste de courses, calmement, de manière calculée. La vie de ma fille, ma vie, n'était pour elle que des éléments d'un plan. Juste des moyens d'éliminer des obstacles. Et tout cela pour son fils. Non, pas pour son fils. Pour elle-même, pour continuer à contrôler son fils, pour que son fils n'appartienne qu'à elle. J'ai forcé ma voix à sortir. Arrêtez-la. Tout de suite. L'inspectrice Martinez a hoché la tête. Oui, un mandat d'arrêt a déjà été émis. Mais madame, j'ai une dernière requête. Patricia est une figure respectée dans la communauté. Même si nous la confrontons aux preuves, elle pourrait nier. Nous voulons donc révéler la vérité en public, devant de nombreuses personnes. J'ai compris son intention. Exposer l'hypocrisie de Patricia. L'hypocrite qui prêchait les liens familiaux tout en assassinant sa famille. Révéler sa vraie nature devant tout le monde. L'inspectrice Martinez a répondu à ma question muette. Ce dimanche, Patricia doit être la conférencière d'un séminaire sur les liens familiaux à l'église locale. Plus de 50 participants sont attendus. Les médias locaux couvriront également l'événement. Nous l'arrêterons là-bas. J'ai acquiescé profondément. Parfait. Là, alors qu'elle prêche sur les liens familiaux. Arracher le masque de l'hypocrite. L'inspectrice Martinez s'est levée. Merci, madame. Justice sera rendue. Après son départ, je suis resté seul dans la chambre d'hôpital. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était bleu. Ma fille était partie, mais j'étais en vie et j'allais me battre. Pour Emma et pour toutes les autres victimes. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai rencontré Lisa, juste nous deux, dans un café. Elle me regardait avec une expression complexe, à la fois désolée, d'une certaine manière, soulagée. Dès que nous nous sommes assises, j'ai demandé directement, « Vous avez aussi perdu un bébé, n'est-ce pas ?» Des larmes ont rempli les yeux de Lisa. « Il y a 10 ans, a-t-elle répondu. Mon fils, Jacob. Il avait 6 mois. Ils ont dit qu'il était tombé dans les escaliers. Mais je savais. C'est Patricia qui l'a fait. Pourquoi n'avez-vous rien dit à la police ? Ai-je demandé. Lisa a tenu sa tasse de café avec des mains tremblantes. Il n'y avait aucune preuve et j'ai fait une dépression nerveuse. Personne ne voulait me croire. Patricia a répandu la rumeur. Que sa belle-fille délirait à cause d'une dépression postpartum. Que sa belle-fille était devenue folle. J'ai passé 2 ans dans un hôpital psychiatrique. Lisa a continué, personne ne voulait m'écouter. Même mon frère Ryan a pris le parti de sa mère. Quand je suis sorti, plus personne ne me croyait. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de me taire. La mort de Jacob a été classée comme un accident, et Patricia n'a reçu aucune punition. J'ai pris la main de Lisa. Cette fois, c'est différent. Cette fois, il y a des preuves. Vous n'êtes pas seul. Lisa a hoché la tête en pleurant. Merci, Nicole. Je suis si heureuse que tu aies survécu. Le lendemain, l'inspectrice Martinez m'a contacté. Elle a apporté un rapport d'enquête détaillé. D'abord, sur la mort du père de Ryan, il y a 30 ans. À l'époque, l'affaire avait été classée comme un simple accident, mais en réexaminant les dossiers, il s'agissait de la même méthode que cette fois-ci, sectionnement de la conduite de frein. Le rapport d'autopsie de l'époque était insuffisant, mais il était désormais possible de conclure à un meurtre. L'enquête a été officiellement rouverte en tant qu'affaire non résolue. Ensuite, concernant le détournement des fonds de l'entreprise de Ryan, 300 000 $. Patricia a dit qu'elle investirait et a pris l'argent de son fils, le transférant sur son propre compte secret. Ryan n'a pas pu se résoudre à soupçonner sa mère, et l'entreprise a été conduite au bord de la faillite. Et l'héritage de mon père, 2 800 000 $.
Dans le plan de Patricia, si je mourais, Ryan hériterait, et en gardant Ryan sous son contrôle, elle avait l'intention de voler cet argent. Au total, elle complotait pour escroquer plus de 3 100 000 $. L'inspectrice Martinez a ajouté « Enfin, dans le journal que nous avons trouvé lors de la perquisition, un plan plus détaillé était écrit. Patricia semble avoir réfléchi à des moyens de vous éliminer depuis des années. Quel genre de méthode ? Ai-je demandé. L'inspectrice Martinez a tourné les pages du journal. D'abord, le plan de vous pousser dans les escaliers. Mais quand elle l'a exécuté il y a 2 semaines, vous n'avez subi que des blessures mineures. Alors, comme plan suivant, elle a décidé de couper les freins. C'est écrit ici. J'ai frissonné. Si j'avais été poussé plus fort dans les escaliers à ce moment-là, j'aurais pu y mourir. Mais le plan de Patricia a échoué. Elle a donc choisi une méthode plus certaine, couper les freins de la voiture. Après cela, en présence d'un avocat, j'ai rencontré Ryan. Il avait l'air complètement abattu. Son visage était pâle, avec de profonds cernes sous les yeux. J'ai demandé d'une voix froide, « Tu savais ?» Ryan s'est couvert le visage. « Je ne voulais pas y croire », a-t-il dit. Quand ma sœur Lisa a dit il y a 10 ans que maman avait tué le bébé, je ne l'ai pas cru. J'ai accepté de mettre Lisa dans un hôpital psychiatrique. J'ai trahi ma propre sœur. Il s'est effondré en larmes. Si j'avais cru Lisa à l'époque, si j'avais arrêté maman, alors Emma serait peut-être encore en vie aujourd'hui. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Après l'accident, tu as appelé ta mère, n'est-ce pas, ai-je dit. Ryan a hoché la tête. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait une chose pareille. Maman a dit en riant, j'ai éliminé cette femme. Maintenant, mon fils n'appartient qu'à moi. J'ai eu peur. Je ne pouvais pas dénoncer ma mère à la police. Je suis un lâche, a dit Ryan. Je n'ai pas pu protéger notre fille. Je n'ai pas pu te protéger. J'avais peur de ma mère et je n'ai rien pu faire. J'ai dit froidement, tu es un complice. Tu savais et tu t'es tu. C'est un crime. Ryan n'a rien pu répondre. Il a juste continué à pleurer. Mais j'ai une demande, ai-je poursuivi. Témoigne. Au tribunal, dis tout ce que ta mère a fait. C'est la seule expiation que tu puisses faire. Ryan a levé les yeux. Ils étaient rouges et gonflés. Je comprends, a-t-il dit. Je dirai tout. Je mettrai maman en prison pour qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Et puis ce funeste dimanche est arrivé. Plus de 50 personnes se sont rassemblées à l'église locale. De bons parents venus écouter un séminaire sur les liens familiaux. Les chaînes de télévision locales étaient également venues couvrir l'événement. Patricia s'est tenue sur scène et a commencé à parler avec un doux sourire. Qu'est-ce que la famille ? C'est l'amour inconditionnel. C'est protéger les enfants. J'aime mon fils. J'aimais aussi mon petit enfant. Des soupirs de sympathie ont parcouru l'auditoire. Le mois dernier, mon petit enfant est mort dans un accident, mais nous devons aller de l'avant, a poursuivi Patricia. Comme si elle était une victime de la tragédie. Comme si elle était une grand-mère aimante. Les gens dans la salle sympathisaient avec elle et l'ont même applaudi. À ce moment, les portes de l'église se sont ouvertes. L'inspectrice Sarah Martinez est entrée avec plusieurs policiers. La salle est devenue silencieuse. L'inspectrice Martinez s'est dirigée vers la scène et a dit d'une voix forte. Patricia Chen, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. La salle a bruissé de murmures. Patricia a pris une expression surprise et a crié. Que dites-vous ? Je suis la victime. Mon petit enfant est mort. C'est vous qui l'avez tué, a dit froidement l'inspectrice Martinez. Des images sont apparues sur le grand écran de la salle. Les images de la caméra de sécurité dans le garage à minuit. Patricia coupant la conduite de frein. Et après avoir terminé, son sourire. La salle a explosé. Ce n'est pas possible, a dit quelqu'un. Son propre petit enfant, a dit un autre. Et elle prêchait sur les liens familiaux, a ajouté une autre voix. La couleur a quitté le visage de Patricia. Ça, ce n'est pas ça, a-t-elle commencé à se justifier. Mais l'inspectrice Martinez a continué sans pitié. La diapositive suivante montrait des pages du journal intime. La phrase « Quand Nicole et le bébé mourront, tout sera à moi ». La phrase « Mon fils n'aimera plus que moi ». Les gens dans la salle fixaient l'écran avec des expressions incrédules. C'était la vraie nature de la femme qui avait prêché sur les liens familiaux. Patricia s'est presque effondrée sur scène. « Fils, Ryan, aide-moi » a-t-elle crié. À ce moment, Ryan est apparu du fond de la salle. Il a regardé sa mère et a dit doucement « Maman, c'est fini.
Je ne suis plus ta marionnette. Patricia a regardé son fils avec un visage incrédule. Fils, j'ai tout fait pour toi. Tout pour toi, a-t-elle dit. Ryan a secoué la tête. Pas pour moi. Pour toi. Tu n'as jamais aimé personne. Tu voulais juste contrôler. Puis je suis aussi entré dans la salle, marchant lentement vers la scène avec des béquilles. Les gens dans la salle m'ont laissé passer. Mes yeux ont croisé ceux de Patricia. Ses yeux contenaient un mélange de peur et de haine. Je me suis tenu devant elle et j'ai dit doucement, « Vous avez assassiné ma fille, mais je suis en vie, et vous passerez le reste de votre vie en prison. » Patricia s'est effondrée sur le sol. « Mon fils, juste mon fils », répétait-elle. Mais Ryan lui a tourné le dos. Il ne voulait même plus regarder sa mère. L'inspectrice Martinez lui a passé les menottes. Devant plus de 50 personnes et les caméras de la télévision locale, Patricia a été arrêtée. La conférencière qui prêchait les liens familiaux avait assassiné sa famille. Cette hypocrisie a été exposée aux yeux de tous à ce moment-là. Alors que Patricia était emmenée, elle a continué à appeler le nom de son fils jusqu'à la fin. Mais Ryan ne s'est jamais retourné. En quittant la salle, de nombreuses personnes sont venues me voir et m'ont dit « Nous sommes vraiment désolés d'avoir cru une telle personne. » J'ai répondu doucement, elle était bonne comédienne. Mais la vérité ne pouvait pas rester cachée. Dehors, devant l'église, j'ai serré Lisa dans mes bras. « C'est fini, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit en larmes. « Oui, c'est fini », ai-je répondu. « Enfin, nous pouvons le dire à Jacob et Emma. Le coupable a été arrêté. » J'ai levé les yeux au ciel. Un ciel bleu avec des nuages blancs qui flottaient. Ma fille était partie, mais justice avait été rendue. Patricia ne pourrait plus jamais faire de mal à personne. Le procès a commencé 3 mois plus tard. Patricia a nié toutes les accusations, mais les preuves étaient accablantes. Les images de la caméra de sécurité, le journal intime, les empreintes digitales et les témoignages de Ryan et Lisa. Le jury a rendu un verdict de culpabilité en seulement 2 heures. La sentence était de 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le meurtre de son mari, le meurtre de Jacob, le meurtre d'Emma, plus la tentative de meurtre sur moi, le détournement de fonds, la tentative de fraude. Tous les biens de Patricia ont été alloués à l'indemnisation des victimes. Lorsque Patricia a entendu la sentence, elle a crié dans la salle d'audience « Mon fils, je l'ai fait pour mon fils ». Mais Ryan s'est levé de la galerie et a dit doucement « Je ne t'appellerai plus jamais mère ». Alors que la sécurité du tribunal emmenait Patricia, elle a continué à pleurer et à crier, mais personne n'a compati. Les médias locaux en ont parlé pendant des jours. La conférencière qui prêchait les liens familiaux avait assassiné sa famille. Les réseaux sociaux ont explosé de voix de condamnation de la part des anciens participants au séminaire, des voix en colère disant qu'ils avaient cru à ses conseils. L'Église a publié des excuses officielles. En prison, Patricia a connu une vie misérable. Méprisée par les autres détenus comme une tueuse d'enfants, elle était complètement isolée. Enfermée en cellule d'isolement 23 heures par jour, personne ne venait lui rendre visite. Elle prétendait entendre les pleurs d'Emma chaque nuit, mais personne ne la croyait. 2 ans plus tard, elle a sombré dans la folie, grattant continuellement « mon fils » sur le mur de sa cellule avec ses ongles. Elle a refusé de s'alimenter et son poids a chuté à l'extrême. 10 ans plus tard, elle est morte d'une crise cardiaque, seule. Ses derniers mots furent « Ryan, mon fils ». Personne n'a réclamé le corps et elle a été enterrée dans le cimetière commun de l'État avec seulement son numéro de prisonnière sur la pierre tombale. Pendant ce temps, nous avons progressivement commencé à aller de l'avant. Les 6 premiers mois, nous avons sombré dans une profonde tristesse. Nous avons gardé la chambre d'Emma telle qu'elle et nous nous sommes rendus au cimetière tous les jours. Mais peu à peu, nous avons trouvé un sens à la vie. J'ai repris mon travail d'infirmière en pédiatrie. J'ai décidé de protéger d'autres enfants, pour Emma aussi. J'ai lancé un programme de détection de la violence familiale à l'hôpital et j'ai appris aux autres infirmières à repérer les signes. L'ingérence excessive d'une belle-mère, la peur d'un conjoint, une formation pour ne pas manquer ces signaux. De nombreuses familles ont été sauvées. Lisa s'est également rétablie mentalement. Sachant qu'elle n'était pas folle, elle s'est retrouvée. Nous sommes devenus des amis proches et nous nous rendions ensemble au cimetière chaque mois. En offrant des fleurs aux bébés décédés, nous nous faisions le vœu. Nous avons survécu, nous vivrons pour eux aussi. Ryan, après avoir rompu avec sa mère, a lutté contre une profonde culpabilité. Nous avons divorcé mais avons décidé de nous soutenir mutuellement en tant qu'amis.
Il a suivi une thérapie et a finalement commencé à travailler pour une organisation de prévention de la maltraitance des enfants. Je veux sauver les enfants sous le contrôle de leur mère, a-t-il dit. 2 ans plus tard, à l'anniversaire de la mort d'Emma, nous nous sommes réunis sur sa tombe. Nicole, Lisa et Ryan. Nous avons offert des fleurs tous les 3. Sur la pierre tombale était gravé « Pour toujours dans nos cœurs ». Emma, maman avance dans la vie, lui ai-je parlé. Ce que tu m'as appris, le vrai sens de la famille. Lisa a dit, nous avons survécu pour toi aussi. Ryan a dit, je suis désolé, Emma. Tonton n'a pas pu te protéger, mais maintenant je protège d'autres enfants. Nous nous sommes tenus la main tous les 3. Nous ne sommes pas une famille, mais nous avons un lien qui nous protège les uns les autres, a dit Lisa. C'est peut-être ça, la vraie famille, a répondu Ryan. 3 ans plus tard, je suis devenue la directrice du centre local de soutien familial. J'ai parlé à de nombreuses personnes lors de conférences. La famille, ce ne sont pas les liens du sang. Ce n'est pas le contrôle. C'est se protéger mutuellement, être libre. Ma fille Emma n'a vécu que 4 mois. Mais elle m'a appris la chose la plus importante. La vraie famille ne vous enchaîne pas. Elle vous libère. Sur le mur de mon nouvel appartement, il y a une photo d'Emma. À côté, une photo de groupe de moi, Lisa et d'autres membres du groupe de soutien aux victimes. Il est écrit « Les survivants unis ». Le matin, le soleil se lève derrière la fenêtre. Le début d'une nouvelle journée. Emma n'est pas là. Mais je suis pas seul. Je souris à la photo. Bonjour, Emma. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui aussi. Ma fille ne répond pas, mais dans mon cœur, j'ai l'impression d'entendre sa voix. Fais de ton mieux, maman. Je suis toujours à tes côtés. J'ouvre la fenêtre. L'air frais entre dans la pièce. Aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'aide. Aujourd'hui, quelqu'un essaie d'échapper au contrôle. Il y a quelque chose que je peux faire. Je prépare du café et me prépare pour le travail. Je me regarde dans le miroir. Les cicatrices sont toujours là, mais je suis en vie. Je suis devenue plus forte. Avant de franchir la porte d'entrée, je regarde une dernière fois la photo d'Emma. Merci, dis-je dans mon cœur. Ce que tu m'as appris, je ne l'oublierai jamais. Je ferme la porte. Une nouvelle journée commence. La tristesse ne disparaîtra pas. Mais il y a de l'espoir. Justice a été rendue. Et je continue d'avancer. Pour Emma, pour toutes les victimes et pour l'avenir.